ton qui se veut très proche de tous les Français, y compris ceux qui traversent les plus grandes difficultés sociales et économiques, et une forme d'humilité, encore une fois, sur il dit je veux partager avec vous ce que je sais et ce que je ne sais pas. Donc il y a une manière d'être beaucoup plus proche des Français et d'être beaucoup moins le chef de guerre tel qu'il s'était présenté dans le Grand Est lorsqu'il avait fait son intervention auprès de l'hôpital de campagne. Il y a une date, et je ne dirais pas déconfinement. Il n'a jamais prononcé cette expression, ni même Olivier Véran ce soir avec nous. Il y a une date qui est continuons le confinement jusqu'au 11 mai, et à partir du 11 mai, on ouvrira quelques portes progressivement et on réévaluera chaque semaine la situation de l'épidémie. Donc c'est quelque chose qui est progressif, quelque chose qui est marche par marche, degré par degré, pour simplement, il a le mérite ce soir de donner un horizon. Et ça, c'est vrai que je pense que tous autour de cette table et tous, il y a cette question angoissante. Jusqu'à quand? Comment? Et donc là, il y a un horizon, il y a une perspective et une préparation. En tout cas, un gouvernement, un président qui dit qu'il prépare les prochaines échéances, contrairement au passé, où, oui, reconnaît-il, nous n'avons pas été tout à fait prêts, il n'y avait pas assez de masques, il n'y avait pas assez de tests, et maintenant nous ferons les choses en transparence. Voilà un petit peu la différence dans le ton et dans la manière de communiquer. Il y a sans doute beaucoup de parents d'élèves, même d'enseignants, qui se disent bon, alors on nous parle à partir du 11 mai d'une réouverture progressive des crèches, des lycées, etc. Mais on comprend que la condition, ce sera d'avoir suffisamment de masques. Il faudra forcément réorganiser l'école telle qu'on la connaît. Ah, bien entendu, le problème du déconfinement, c'est une équation très complexe qui justifie à la fois d'avoir des tests sérologiques, d'être capable de dépister les malades avec les tests classiques qui vont être de plus en plus présents. Et puis, c'est également avoir les mesures barrières. Donc, on va garder de la distanciation sociale. Il va y avoir ces masques alternatifs qui sont un complément au lavage des mains comme mesure barrière. Et donc, c'est pour ça qu'il a juste ébauché globalement le déconfinement, parce que tous les arbitrages ne sont pas prêts, et sur le plan logistique et humain, on a besoin de quelques semaines pour se préparer. D'ailleurs, le plan de l'après 11 mai sera présenté d'ici à 15 jours. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses encore à préciser, mais il faut quand même rappeler que c'est une surprise, Anna Cabana, cette annonce de la réouverture des écoles. Jusqu'à encore il y a quelques heures, personne n'imaginait que les écoles rouvriraient. On disait que ce serait septembre, tout simplement. Ça a même été écrit, en effet, je vous le confirme, mais il y a clairement, si vous voulez, dans la tonalité précisément, l'espoir renaît. Mais l'espoir renaît, c'est-à-dire que c'est une phrase qu'Emmanuel Macron a prononcée à 2 reprises dans cette allocution ce soir, mais même dans sa tonalité, si vous voulez, c'est ça dont il a été le porteur, parce que jusqu'à présent, dans les 3 allocutions précédentes, depuis le 12 du mois de mars, donc il y a 1 mois et 1 jour, eh bien, il était très tragédien, Macron, c'est-à-dire que très porté par le destin frappe la France, on est dans la tragédie, et avec finalement quelque chose de dramatique. Il faut dire que l'épidémie est dramatique, mais lui, l'incarner et le porter plus que tout, et le surjouer. Et là, pour la première fois ce soir, et ça, moi, je trouve que c'est ça qui, dans la musique même de son discours, change du tout au tout, c'est que là, eh bien, il nous parle de jours meilleurs, de jours heureux à venir, d'espoir qui renaît, et avec des perspectives. Et ça passe pour lui par des mots qui sont beaucoup moins grandiloquents, beaucoup moins d'invocations lyriques ou tragiques. Et en revanche, à la fin de l'intervention, quelques minutes à la fin de l'intervention, mais n'empêche un petit peu plus lyrique. Les jours heureux. Attendez, oui, mais c'est du lyrisme. C'est l'exemple de la reine d'Angleterre. Souriant. C'est la reine d'Angleterre qui lui a donné le mode d'emploi. Pardonnez-moi. Oui, enfin, Ruth, elle a fait 4 minutes, la reine d'Angleterre. Oui, elle avait, mais elle a dit il y aura un printemps, mais là c'est dur, et on continue, et il faut que ce soit dur, et on l'a vécu déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on continue. Nous aurons des jours meilleurs, nous retrouverons les jours heureux, a dit le chef de l'État. C'est phrase que la reine d'Angleterre. On est dans du lyrisme heureux, et là vraiment c'est pas le Macron tel qu'on le Juste un mot, pardon, sur les écoles. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il a peut-être changé d'avis, ou en tout cas il y a eu un débat certainement. C'est la raison pour laquelle il change d'avis. Voilà, parce que aussi il y a une fracture sociale autour de l'école.
et c'est la prise en compte de cette fracture sociale. Garder ses enfants à l'école quand on n'a pas les moyens et qu'on est dans des petits appartements, dans des conditions sociales difficiles, c'est très difficile. Et c'est la prise en compte. Et dans toute cette intervention, il y a la prise en compte des difficultés sociales, économiques d'une grande partie de la population française. Et donc l'école, c'est le moyen de permettre à des familles de se réorganiser, de ne pas supporter et au sens propre, c'est-à-dire soutenir des enfants qui seraient en difficulté, et même d'être obligé d'être à la maison tout le temps pour donner à manger à tous les enfants alors qu'ils pourraient manger à l'école, etc., etc. Et d'ailleurs, il annonce une aide aux familles les plus modestes. Absolument. Il y a aussi ce et aux pacte étudiants précaires. Et aux étudiants précaires. Thierry Arnaud, on comprend bien quand même que le 11 mai, c'est pas du tout le retour à la vie d'avant. Ça, non, c'est clairement clair. Dit. Ça sera difficile, ça sera long, ça sera progressif. Et d'ailleurs, à la fin de son intervention, il dit aussi clairement qu'il n'est pas capable de dire quand on reviendra à l'état, à la vie d'avant, en quelque sorte. Et il dit assez clairement qu'on ne pourra y revenir que dans deux hypothèses. La première, c'est on a un vaccin. Et la deuxième, c'est on a un traitement. Et que ces deux hypothèses ne seront pas avérées avant de longs mois. Donc, il faut effectivement préparer une sortie qui va être complexe dans ses modalités, progressive, qui sera quelque part inégale, parce qu'il y en a qui pourront sortir plus vite que d'autres, en fonction de leur état de santé, en fonction de leur activité économique. On a bien compris que si vous travaillez dans une usine, vous avez beaucoup plus de chances de retrouver votre emploi rapidement que si vous travaillez dans un restaurant ou dans un cinéma. Et donc, il va falloir compenser toutes ces inégalités. Et s'il y a vraiment, je trouve, dans cette allocution, une sorte de fil conducteur intéressant à relever, c'est celui-là, c'est celui des inégalités qu'on retrouve à tous les moments de son intervention, qu'on retrouve lorsqu'il parle de l'école, qu'on retrouve lorsqu'il parle des conditions de sortie de déconfinement, et qu'on retrouve aussi finalement quand il parle de lui-même et de la politique qu'il entend développer. Rappelez-vous de cette petite phrase qu'il prononce à la fin qui est quand même très intéressante, il dit « Sachons nous réinventer ». Moi le premier. Et que politiquement, c'est la phrase clé de ce discours. Elle est quand même assez saisissante, cette phrase. C'est une forme d'autocritique. Et effectivement, et on a bien compris que sa manière à lui de se réinventer, c'est vraiment de faire de la lutte contre les inégalités de manière très concrète. En tout cas, c'est l'engagement qu'il a pris ce soir devant les Français. On verra jusqu'où il le pousse, bien entendu. Mais c'est d'en faire un point vraiment saillant de son action désormais. Juste un dernier mot là-dessus. Vous aurez observé aussi, au début de l'allocution, l'hommage rendu à tous ceux qui permettent à l'économie de continuer à avancer, pas seulement les soignants, mais les chauffeurs routiers, les éboueurs, tous ceux qui travaillent et qui, dit-il, les caissières ou les caissiers dans le supermarché. Il le remercie et qui dit qu'ils ne sont pas reconnus, qu'ils n'ont pas été reconnus et rémunérés, dit-il, à la hauteur de ce qu'ils apportent au fonctionnement du pays aujourd'hui. Il y a un point intéressant aussi, parce que c'est la première fois qu'on l'entend dans le discours d'Emmanuel Macron, mais plus largement même des politiques, c'est les questions de les libertés. C'est-à-dire qu'il dit que le confinement le plus strict doit se poursuivre jusqu'au 11 mai, mais que les règles ne doivent ni être renforcées, ni être allégées. C'est-à-dire que si vous voulez, toute cette sémantique du confinement qui devrait ou non être durcie parce que nous, Français, serions indisciplinés, etc., eh bien, toute cette petite musique, il y met un terme. C'est-à-dire qu'il dit que, précisément, nous ne sommes pas indisciplinés. Il félicite les Français pour les efforts accomplis et il met un terme aussi au concours Lépine, vous savez, des idées répressives des élus locaux. Il a dit, il a demandé aux élus locaux d'arrêter, au fond, d'inventer des interdits dans les interdits dans la journée. Ça, c'est pas rien, si vous voulez, parce que c'est là qu'on voit, quand je vous parlais d'un changement de musique politique, eh bien là, ça change, parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on entend depuis 4 semaines ? Ça fait 4 semaines que, précisément, tout le discours politique porte sur comment on doit durcir et quelles idées tel ou tel élu local va avoir pour qu'on puisse pas s'asseoir sur un banc pendant 2 minutes, pour qu'on puisse pas courir entre 10h et 19h. Tel couvre-feu dans tel quartier. Voilà. Et bien là, le président de la République dit... Au fond, il faut une égalité, Thierry Arnaud. Voilà, même cette inégalité-là, eh bien, il veut y mettre un terme et il dit que finalement, les libertés, eh bien, doivent être respectées. Enfin, le confinement respecté, mais aussi pas d'atteinte supplémentaire aux libertés individuelles. J'aimerais qu'on revienne sur cette date du 11 mai. J'imagine que tous ceux qui nous regardent ont dû commencer à regarder sur leur calendrier, leur téléphone, alors combien de jours, voilà. 4 semaines. Oui, 4 semaines, moins un jour, si on ne compte pas ce lundi. Mais ce que j'ai envie de vous demander à vous, qui êtes médecin et même infectiologue à l'hôpital américain de Paris, Christophe Rapp, c'est est-ce que c'est le bon dosage, j'allais dire ? Est-ce que c'est la bonne date ? Est-ce que c'est un risque d'abord que prennent les autorités ?
Ah non, c'est pas un risque, c'est la seule bonne mesure. Il n'y a pas d'autre salut que le confinement. 4 semaines, on est au milieu du gué. Il faut faire ces 8 semaines. Les Chinois ont fait 76 jours. Aujourd'hui, ils annoncent 108 cas avec des cas importés. Déconfiner trop tôt, c'est s'exposer au rebond. Et le deuxième problème... Mais c'est pas trop tôt, justement? Certains disaient fin mai. Non, il a dit 11 mai, mais bon, il n'a pas donné la date du déconfinement. Donc, voilà. Donc ça va dépendre des courbes, ça va dépendre de la tension hospitalière, de la circulation du virus. Mais pour moi, sur le plan, je voudrais 2 minutes revenir sur le plan sanitaire. La grande nouvelle pour nos concitoyens, c'est que le virus circule et que l'immunité collective tant espérée n'arrive pas. On est dans une étude de modélisation en Ile-de-France, entre 1 et 6% de gens touchés. On était dans l'Oise à 10-15%, dans le Grand Est à 10-15%. Donc au mieux, 10% des Français auront contracté la maladie. Donc ça, c'est l'événement le plus important sur le plan sanitaire. Le virus n'est pas responsable d'une immunité collective. Donc on va rejouer le dépistage et l'isolement des cas contacts et devoir garder dans tous les hôpitaux de France une filière Covid. C'est un vrai sujet parce que ça veut dire que ça va durer des mois. C'est une nouvelle maladie qui sera pérenne. Donc peut-être pas très longtemps, mais donc ça change tout. Donc le 11 mai... il y aura encore des morts du coronavirus? Il y aura encore des patients et il y aura encore des décès. Et quand il dit les tests devront être disponibles, il y a une grande confusion sur les tests, il faut être précis sur les tests. En effet, on aura la capacité de diagnostiquer les malades pour les isoler et tracer les contacts de mieux en mieux parce que les tests vont arriver. Ça, c'est l'aspect test de diagnostic. La sérologie pour l'immunité collective, c'est autre chose. On parle beaucoup des tests sérologiques. Ils ne sont pas encore validés par les centres de référence. Ils vont arriver et ils auront pour intérêt d'évaluer l'immunité collective des soignants dans les EHPAD de façon prioritaire, mais peut-être en aucun cas de tester les 67 millions de Français, ce qui est trop ambitieux. Mais avec les premiers tests dont vous parlez, qui ne sont pas les tests sérologiques, on va pouvoir tester combien de personnes et sur combien de temps ? Non, mais en fait, on va tester les gens qui sont symptomatiques ou les contacts des cas symptomatiques, ce que l'on fait déjà, mais avec des tests qui mettent 4-5 heures, avec des séries qui sont pas très importantes. Là, il y a des automates qui arrivent, il y a des tests rapides. Donc, quand vous avez des symptômes, le diagnostic de Covid sera beaucoup plus évident, beaucoup plus rapide, ce qui permet de ne pas perdre de temps parce qu'on va tracer les contacts tout de suite et donc vous allez contaminer moins de personnes. Donc ça, c'est vital. Pour éviter le rebond, il faut être capable, comme on l'a fait quand on voulait éviter l'introduction du virus en France, repérer les premiers cas. Oui, donc, on revient au tout début où on testait au moindre symptôme. Il y a 2 séquences sanitaires complètement indépendantes et qui sont un peu complexes pour la population. Nous sommes en direct avec Alexis Corbière. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'être avec nous ce soir sur BFM TV pour réagir évidemment à cette intervention présidentielle. Nous avons noté sur ce plateau que le chef de l'État à plusieurs reprises a fait allusion aux inégalités qui sont les conséquences de cette épidémie. Il a même parlé d'ailleurs d'une aide exceptionnelle pour les familles modestes. Est-ce que ce soir vous notez vous aussi cette tonalité du discours d'Emmanuel Macron ? C'est clair qu'il y a de la part d'Emmanuel Macron un discours qui n'est pas conforme et qui est contradictoire avec les 3 premières années du gouvernement Emmanuel Macron. L'heure n'est pas encore totalement à politiquement avancer, mais c'est clair que il faudrait, pour mener cette politique qui est en contradiction avec les premières années d'Emmanuel Macron, pourquoi pas demain revenir aux urnes, parce que ça n'est pas pour ça qu'il a été élu, et ça n'est pas ça qu'il fait depuis 3 ans. Mais d'abord et avant tout, moi je tiens à dire que chose soit claire, il faut continuer le confinement avec le plus grand sérieux et la plus grande rigueur. Ce virus est un virus extrêmement agressif, beaucoup de nos concitoyens sont touchés, beaucoup sont morts, il faut prendre tout ça avec gravité. Mais je retiens une chose de la part du président de la République, qui est finalement, dans toutes ces paroles parfois un peu contradictoires, le message le plus clair, c'est que selon lui, c'est la fin du confinement réel le 11 mai. Si les enfants retournent à l'école, s'il s'agit, comme il le dit, je n'ai plus sa phrase exacte, mais de créer des conditions que le plus de gens retournent au travail, c'est la fin du confinement. Alors d'ici le 11 mai, il faut le faire avec rigueur à l'entendre, mais après ça reprend. Je l'ai trouvé très affirmatif. Sur votre plateau, certains de vos journalistes, je vous écoutais, mettent le mot avec du conditionnel. Mais pardon, le président de la République n'a pas dit qu'on pourrait, en quelque sorte, sortir du confinement le 11 mai ou retourner à l'école et reprendre nos activités. Il a été très affirmatif. Et je suis... Pardon, Alexis Corbière, mais il y met des conditions. Il dit, si vous continuez à respecter les règles, si la propagation de l'épidémie ralentit, on comprend que le 11 mai, c'est un début, un tout début. Je vous trouve déjà dans l'interprétation de ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai noté quand j'ai écouté le président. Non, c'est une fin à partir du 11 mai, il y aura un changement.
mais sans planification de la sortie du confinement. La vraie question, c'est quel plan y a-t-il, notamment de généralisation des tests? Vous parlez des tests sérologiques, c'est ce qu'il y a de très important. Est-ce qu'un grand nombre de Français va pouvoir savoir si lui-même il est porteur du virus? Est-ce qu'il a les anticorps qui ont été développés contre ce virus? Est-ce qu'à une échelle de masse, on va savoir ça, ce qui est très important? Car si à partir du 11 mai, on reprend le travail, on reprend le transport en commun, on ramène les enfants à l'école, écoutez, le virus va continuer à se propager. Et quelle stratégie vraiment avons-nous pour faire face à ça? C'est quelque chose qui... Je comprends bien, Alexis Corbière, pardon de vous couper, mais si je comprends bien, vous estimez que ce soir, il est prématuré de parler de la réouverture des écoles ou d'une reprise de l'activité. En tout cas, il vous semble qu'il n'y a pas assez d'éléments pour justifier des décisions aussi importantes. J'aurais trouvé le président de la République plus rassurant s'il nous avait donné l'objectif du 11 mai précisément comme un objectif, avec un plan qui montre de quelle manière nous sortons de cela, comment nous généralisons ces tests dont je viens de parler, par exemple. Alors que le président de la République a fixé cette date comme étant une date, mais une date qui était très, une fois de plus, affirmative. Et après, il y a toute une série d'éléments politiques sur le reste, sur lequel il est resté assez flou. Il a même eu une forme d'humilité. Bon, il se livre souvent à l'exercice de l'humilité, de dire qu'il n'avait pas de réponse à beaucoup de questions. Mais pourtant, il nous faut ces réponses à ces questions. Quelle est, une fois de plus, la planification pour sortir de ce confinement? Combien de gens vont pouvoir bénéficier de tests, notamment ces tests sérologiques? Combien de masques vont être distribués? Quels masques? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il n'est pas concevable que nous puissions retourner au travail sans que chacun d'entre nous puisse disposer d'un nombre significatif de masques? Je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui sont encore sans réponse. Il y avait uniquement une chose qu'on retiendra, c'est cette date du 11 mai. Sur tout le reste, ça reste encore assez flou. On attendait en plus de sa part des choses quand même un petit peu plus claires en termes de mise à l'arrêt et de politiques actuellement qui sont menées. Je pense notamment à sa réforme de l'assurance chômage qui va concerner beaucoup de Français. Beaucoup de Français vont se retrouver au chômage et il y a une loi qui avait été mise au vote par Mme Pénicaud qui va baisser les conditions d'allocation chômage pour les Français. J'avais lu dans la presse qu'il annoncerait ce soir qu'il retirait cette réforme. Il ne le fait pas. Idem pour la réforme des retraites. Sur tout ça, il est resté très silencieux. Et puis la fin de son discours, je le dis, emprunté à une famille politique qui n'est pas la sienne, qui tient plus du mélenchonisme, j'ai envie de dire, du fait qu'il faut aller vers les jours heureux, qu'il faut qu'on soit... Ah, on vous a perdu, Alexis Corbière, mais on a entendu que vous aviez ressenti qu'il y avait du mélenchonisme à la fin du discours d'Emmanuel Macron. Et ça, je pense que... Attendez, vous êtes encore là ou pas? Est-ce que c'était la reine d'Angleterre? Attendez. Est-ce qu'on peut juste retrouver Alexis Corbière ou c'est... Non, malheureusement. Mince, on a... Ok, c'est pas grave. Quel compliment. Désolé, Alexis Corbière, pour cette interruption rapide. Il n'est pas faux qu'il y a eu il y a eu des choses vagues. Il n'y a pas eu le nombre de tests, il n'y a pas eu la date exacte. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est possible, docteur, professeur? Il y a trop d'incertitudes scientifiques et techniques. Et il a d'ailleurs annoncé que dans 15 jours, on aurait l'ébauche du plan stratégique. Mais dans ce cas-là, ce que dit Alexis Corbière, c'est ne sachant pas tout cela, est-ce que le président ne s'avance pas trop vite lorsqu'il dit le 11 mai? C'est la question en somme qu'il vous pose, Alexis Corbière. Oui, mais il dit le 11 mai de façon progressive, échelonnée, graduée. Donc on comprend bien qu'en fonction des outils à notre disposition, on va encadrer, accompagner ce déconfinement. Par ailleurs, rien n'est pas quelque chose de brutal. L'épidémie n'est pas maîtrisée. Donc c'est vrai que le conditionnel est finalement, j'allais dire, plus implicite qu'explicite, mais il est néanmoins présent. Et on a bien compris que si la courbe ne suit pas la direction qu'on suppose à ce stade, la date du 11 mai pourrait être remise en cause. Mais il est obligé, de toute façon, ce soir, il était obligé de donner une perspective. Il sait qu'il y a 8 millions de chômeurs partiels, il sait qu'il y a une crise économique qui n'a pas été évoquée d'ailleurs ce soir. C'était pas le moment. Mais qui était en creux, parce que dans son évocation permanente des inégalités, précisément, c'est cette crise sociale et donc cette crise économique qu'il a en tête, le président de la République. Et moi, juste dans le propos d'Alexis Corbière, on peut quand même relever, donc évidemment, la critique de la position d'Emmanuel Macron, mais un compliment magnifique à la fin. Il a dit qu'Emmanuel Macron avait été mélenchoniste. Alors, c'est quand même, je pense que dans l'histoire, n'est-ce pas, du mélenchonisme d'Emmanuel Macron, c'est une grande première que ce compliment. Et c'est à ce moment-là que je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon lui-même sera d'accord avec cette... On est sûr que non, Thierry, mais c'est pour ça qu'il faut le relever. Mais il était obligé, effectivement, de donner une perspective, car il y a une forme d'angoisse profonde. L'idée qu'il n'y a pas de bout du tunnel, qu'il n'y a pas de fin,
que c'est inconnu, que c'est mystérieux, c'est terrible comme création d'angoisse personnelle, intime. Donc l'idée qu'il y a un contrôle possible un jour, qu'il y a une préparation de la sortie, qu'on donnera les moyens et qu'on le prépare, c'est ça qui était, c'est reprendre le contrôle de la situation. La situation était incontrôlée. Et dans le fond, il l'a reconnu. Il a dit oui, il y a eu des ratés, oui, il y a eu... Bon, voilà, on ne contrôlait pas la situation. Eh bien aujourd'hui, on dit qu'on prépare le contrôle de la situation. Et il y a un exemple. 2 mois, c'est l'Italie. C'est à peu près les références de l'Italie. Le confinement, c'est 2 mois. Donc, il ne part pas de nulle part quand il dit le 11 mai. Il donne des références qui existent déjà. C'est 11 semaines pour Wuhan et c'est à peu près 2 mois pour l'Italie. Donc, si vous voulez... et c'est déjà loin, Ruth. Hein. Mais bien sûr. C'est 8 semaines. Hein. Bien sûr. C'est une éternité. C'est énorme. Mais il y a des références maintenant. Il y a la Chine, il y a l'Italie, il y a d'autres pays. Donc, il donne cette date. C'est aussi ce que les scientifiques lui ont dit et lui ont donné. Mais il a voulu rassurer les Français après les avoir beaucoup inquiétés. C'est-à-dire qu'en tout cas, sortir d'un discours très anxiogène et très dramatisant, et donc ouvrir des voies, une porte de sortie et des perspectives heureuses, pour reprendre le mot qu'il a employé 2 fois. Enfin, non, mais c'est important. Je crois que le mot est assez fort, est trop fort. Mais c'est pas le mien, Ruth, hein, c'est le sien. Non, mais c'est-à-dire, oui, il y aura des temps heureux, mais c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est peut-être dans de nombreux mois. Oui, mais l'espoir renaît. Il faut un espoir. Et on sort du caractère 100% anxiogène qui était le caractère de ces discours jusque-là. Une impasse, on était dans une forme d'impasse et de perte de contrôle. Et là, on a le sentiment qu'on prépare et qu'on est moins dans l'impasse, qu'on voit un chemin. Il donne le 11 mai, il parle aussi de la mi-juillet. Vous allez réentendre ces points précis du discours tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Tout au long de la soirée, on débriefe ce discours présidentiel, beaucoup de réactions, bien sûr, le décryptage de